Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Bonjour à tous et bienvenue autour de cette table qui va vous parler aujourd'hui dans l'émission Human de l'agriculture et de l'alimentation en temps de pandémie et peut-être, on l'espère, en sortie de pandémie, avec 4 invités que je vais vous présenter au fur et à mesure de nos développements. Et on va commencer, vous ne savez pas, par un cuisinier qui s'appelle Alain Alexanian et qui va nous parler peut-être du plaisir, des saveurs, des légumes. Je ne sais pas, dans ces temps de pandémie, comment revenir à des saveurs, à des goûts, le plaisir, le plaisir qui soit sur la table, dans la bouche ou en tout cas sur les marchés, il est toujours très très présent et encore plus à Lyon où tous ces marchés existent. Et c'est vrai que là on traverse une saison, par exemple, on est au début du printemps. Et le printemps, tout le monde s'attend à avoir que des légumes nouveaux, du magnifique, etc. C'est une fin de saison, c'est-à-dire qu'on va croiser un peu la fin de l'hiver, qui est encore présente, mais heureusement qui se termine. Et puis par le nouveau, à midi par exemple, j'ai fait, alors il y a forcément les navets nouveaux qui sont là. Alors c'est simple, juste couper en rondelles très fines, on en fait des ravioles. À l'intérieur de ces ravioles, il me restait du rutabaga, fourré de rutabaga. On ferme la raviole, on met ça sur un lit de haricots rouges, quelques girolles à côté, et ça suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin d'autre chose, si ce n'est de terminer sur un bon fromage, et le vin qui accompagne bien sûr. Mais les ravioles de navets, fourrés de rutabaga, sur un lit d'haricots rouges, et des girolles par derrière, ça explose. C'est ça le vrai contact qu'on peut avoir aujourd'hui, en attendant bien sûr que les asperges arrivent, et les morilles pour en faire un plat encore plus actuel, en tout cas plus printanier. Voilà, on part par les saveurs, on part par le plaisir pour aborder un sujet évidemment sérieux avec nos autres invités. Alors les autres invités, c'est Boris Tavernier de VRAC. Oui, bonjour. C'est quoi VRAC? Bonjour, merci d'être avec nous. VRAC, c'est vers un réseau d'achat en commun. C'est une association qui est née sur la métropole de Lyon il y a maintenant bientôt 8 ans et qui lutte contre les inégalités en matière de consommation en développant des groupements d'achat pour rendre accessibles les produits bio, les produits locaux aux habitants des quartiers populaires. Voilà. Et vous avez commencé, vous, non pas par faire du vrac, mais par avoir un établissement à Lyon, c'était à la Guillotière. Exactement. Ça s'appelait, je crois, ça s'appelle sans doute toujours, de l'autre côté du pont, et c'était à la fois un restaurant, un bistrot, on peut le dire, une scène également, parce qu'il y avait des artistes le soir, je me rappelle, il y est venu 2 ou 3 fois. Et vous avez commencé comme ça à Lyon, sans être lyonnais. Oui, j'avoue, je viens de tout là-haut, du Nord-Pas-de-Calais, et je suis arrivé il y a une vingtaine d'années à Lyon, et en 2004, on avait monté de l'autre côté du pont, avec cet objectif déjà de démocratiser les bons produits, de remplacer tous les produits d'un bar classique par des produits bio, des produits locaux, ce qui était beaucoup plus difficile en 2004 qu'aujourd'hui. On avait mis 1 an à monter le projet, et puis nous, on utilisait la bière comme outil de redistribution économique. En vendant des bières, ça nous permettait d'avoir un plat du jour pas cher, ça nous permettait d'organiser des concerts, des débats, des conférences. Un lieu très militant, mais qui va réouvrir du coup dans quelques semaines. Qui va réouvrir dans quelques semaines, oui, sans doute, avec l'ouverture promise par notre exécutif. Vous voyez, vous avez senti une vraie différence entre 2004 et aujourd'hui de ce point de vue-là ? Ah oui, complètement. À l'époque, il n'y avait déjà rien de référencé. Même Internet balbutiait encore, même si ça faisait déjà quelques années que c'était en route. Il n'y avait aucune référence, il y avait très peu de paysans connus, donc on passait un peu par la Confédération paysanne. Mais ça a été très long, ne serait-ce que des brasseries pour la bière, il y en avait 4-5 sur la région, alors que maintenant on doit dépasser la centaine, j'imagine. Et puis beaucoup de personnes qui étaient vraiment déconnectées de ces questions-là. Les terres agricoles en bio, ça devait être 2-3%. On est très très loin de la prise de conscience qu'il y a que depuis quelques mois au final. Quelques mois, vous dites ? Je pense que oui, effectivement, la pandémie, ça a vraiment changé le logiciel à la fois d'élus, de citoyens aussi. Le fait d'être privé de nourriture, parce que là, Alain parlait des marchés où je le croise souvent le week-end. Rappelez-vous qu'au premier jour du confinement, les marchés à Lyon étaient fermés. Donc ce qui était vraiment assez dramatique, avec des prix qui flambaient dans la grande distribution pour les fruits et légumes, pas de choix pour les habitants. Donc ouais, ça a quand même pas mal bougé depuis.
Voilà, et puis je me tourne vers notre troisième invité. Je gardais le quatrième, le politique, pour la fin et pour la bonne bouche, hein, en quelque sorte. Jean-François Baudin, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président des AMAP. Qu'est-ce que c'est que les AMAP ? Alors les AMAP, ce sont des associations de maintien de l'agriculture paysanne, voilà pour l'acronyme. On a fêté les 20 ans des AMAP il y a quelques jours. Le 17 avril 2001 naissait la première AMAP en Provence. Et depuis, on a fait un beau chemin. Si on regarde un petit peu dans notre région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a près de 800 paysans dans nos AMAP et on sert environ 15 000 foyers. Ne serait-ce que sur la métropole de Lyon, c'est plus de 50 AMAP, 20 sur Lyon intramuros et puis 50 sur l'ensemble de la métropole. Et ce sont plusieurs paysans qui contractent avec des citoyens, vous, moi, je suis amapien, pour une durée déterminée. Généralement, c'est une saison ou une demi-saison, donc 6 mois, 1 an. Et on s'engage à acheter une part de la récolte du paysan, et lui s'engage à nous la livrer régulièrement et à la produire selon certains principes, les principes de l'agriculture paysanne ou de l'agriculture biologique. Donc on sait que ce sont des produits sains que l'on va manger, ce sont des produits de saison aussi, et puis on aide un paysan à vivre. Et ça, c'est très important au jour d'aujourd'hui. Il y a une manif pour la PAC là, qui est faite par la FNSEA. Ils sont montés avec des tracteurs pour réclamer de bonnes rémunérations, mais la bonne rémunération, en fait, elle vient quand on limite les intermédiaires d'une certaine manière, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut y arriver. Et les paysans qui sont en circuit court, alors les AMAP ne sont pas la seule solution. Hein. Après, des structures comme celle de VRAC, par exemple, ou des petites épiceries, ou les marchés paysans, ou les ventes à la ferme, par exemple, c'est ce qui va permettre aux paysans d'être rémunérés à sa juste valeur, à son juste travail. Donc ça, c'était un des objectifs premiers de la création des AMAP, c'était de retrouver en fait ce lien entre les consommateurs et le paysan, et surtout pour les paysans, de leur permettre de gagner correctement leur vie. Et c'est le cas. Et ça marche, oui, bien sûr que ça marche. Ils sont satisfaits. On sait en France que la profession de paysan est celle qui est la plus touchée par les suicides. C'est une profession qui est en crise, c'est un métier qui est en crise aujourd'hui. Et ça, on pourra en reparler tout à l'heure si vous voulez. Mais les paysans que j'ai rencontrés dans le mouvement des AMAP, ce sont tous des paysans heureux. Et ce ne sont pas ces paysans-là qui sont soumis à d'horribles pressions et qui peuvent aller jusqu'à un acte terrible pour eux et pour leur entourage. Les paysans des AMAP, c'est des gens heureux. C'est des gens qui aiment faire leur métier et qui ont retrouvé le sens de leur métier. Un sens qu'on a un peu enlevé en agriculture par ailleurs. Voilà, et puis notre quatrième invité, eh bien, c'est le politique autour de cette table, puisque nous sommes une table. Alors on a un repas, notre repas c'est la pandémie et l'alimentation, non pas en Rhône-Alpes, mais dans la métropole de Lyon. Et on a donc le plaisir de recevoir Jérémy Camus, qui est vice-président à la métropole de Lyon, délégué à l'agriculture, je vais essayer de ne pas écorcher votre titre, à l'alimentation et à la résilience des territoires. C'est ça, merci beaucoup. Et merci de m'avoir gardé pour le dessert dans les présentations. Je suis un gourmand absolu, donc d'ailleurs ça me manque un peu la touche sucrée à la fin de votre menu. Alain, là j'étais un peu déçu de ne pas arriver sur une note sucrée, mais... Donc oui, effectivement, vice-président de la métropole, délégué à l'agriculture, à l'alimentation et à la résilience du territoire. Et c'est cette partie résilience du territoire qui est intéressante à creuser avec vous aujourd'hui. Je crois. Je pense. Oui. Alors la résilience, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la résilience? Parce que c'est un mot un petit peu, je vais dire... qui est devenu à la mode. Alors qui est devenu à la mode, mais qui en même temps signifie quelque chose. Oui, malheureusement, heureusement. Ouais. Qu'est-ce que c'est la résilience du territoire? La résilience, c'est la capacité à s'adapter, à faire face aux chocs, à faire face aux épreuves. Et je dirais, on a souvent tendance à prendre l'image du roseau qui, sous une tempête, va plier, mais jamais casser. Et la problématique du roseau, c'est qu'il revient à l'état originel, quoi. Il revient droit. Alors que quelque part, dans le process de résilience, il y a une capacité à se transformer, c'est-à-dire à transformer des choses qui ne marchent pas au départ,
qui ont provoqué éventuellement le choc ou la crise, et donc de ne pas renouveler la même erreur. Donc c'est comment on est dans une capacité de transformation de la société qui nous amène à être résilients sur le long terme, donc s'adapter. Alors on va partir sur cette idée, Jérémy Camus, et on va essayer de structurer notre émission de manière libre et tranquille autour de cette idée de la résilience, en vous posant la question, qu'est-ce qui, selon vous, dans ce domaine de l'agriculture et de l'alimentation, et pour ce qui concerne en particulier la métropole de Lyon, c'est quand même 1,4 million de personnes, qu'est-ce qui a pu changer depuis cette année que nous venons de vivre ? On l'a dit un peu tout à l'heure, quand on a vu des gens se précipiter dans les supermarchés pour faire leurs provisions en ayant peur de ne pas être approvisionnés ou de ne plus avoir à manger. Vous savez, il y a 9 repas qui séparent l'humanité du chaos. 9 repas, c'est 3 jours. C'est-à-dire qu'en cas de rupture d'approvisionnement, demain, je vous laisse imaginer le chaos représenté dans une métropole de 1 400 000 habitants. Et bien en fait, aujourd'hui, la métropole de Lyon, c'est à peu près 5% d'autonomie alimentaire. C'est-à-dire 95% de ce qui est consommé par les habitants ici proviennent de l'extérieur du territoire. C'est-à-dire qu'on est fortement dépendant des importations. Je ne parle pas des importations internationales, des importations à l'intérieur de notre bassin de consommation. Et ce qui est paradoxal, c'est que 95% de ce qui est produit sur notre territoire s'exporte en dehors de notre bassin de consommation. C'est-à-dire que l'agriculture qu'on a produite sur notre territoire n'est pas nourricière pour ses habitants sur son propre territoire. Et donc là, on a un paradoxe qui est un peu le grand défi de ce mandat. C'est un peu réinverser un peu la donne, remettre de l'agriculture au service de la population et puis augmenter par là notre résilience alimentaire, c'est-à-dire capacité à résister à des chocs et peut-être à ne pas sombrer dans le chaos rapidement en cas de choc un peu plus compliqué que celui qu'on a vécu ces derniers mois, quoi. Et qui est déjà énorme. Vous avez un objectif chiffré sur ce sujet, c'est-à-dire vos 5%, vous pensez être capable de faire qu'on arrive à combien ? Il y a un objectif qui a été fixé qui était de l'ordre de passer de 5 à 15%, ce qui paraît ridicule en soi. Oui. On pourrait imaginer d'avoir une autonomie plus importante. L'idée, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça et qu'il y a des mécanismes aussi qui sont sur l'agriculture, c'est le temps long aussi. Donc arriver à réorienter des filières pour qu'elles deviennent en circuit court. Je vous parlerai de quelques exemples qu'on a mis en place et qui commencent à fonctionner. Mais voilà, il y a du temps long. Et puis, je dirais, ce n'est pas que la métropole, c'est aussi sortir de l'échelle administrative et collectivité. C'est aller faire de la coopération avec les territoires voisins, qui eux sont très ruraux, tout autour de la métropole. Et on estime que dans le carré métropolitain, c'est-à-dire 50 km autour de la ville de Lyon, on pourrait atteindre quasiment 70% d'autonomie alimentaire si on fléchait l'ensemble de notre production sur la population. Ce qui n'est pas forcément un bien non plus en soi. Il faut aussi permettre d'avoir des circuits longs qui allaient alimenter d'autres bassins de consommation. L'idée n'est pas de vivre en autarcie. L'idée est d'augmenter simplement notre capacité à être résistant. Voilà. Alors on va passer à ces exemples concrets dont vous parliez. Alors d'une certaine manière, d'ailleurs, VRAC est un exemple concret. On essaye à notre niveau en tout cas. Mais il faut faire attention vraiment à ces questions de souveraineté alimentaire, de tendre vers le mieux, de passer de 5 à 15, ça me semble hyper juste. Mais il y a une vraie difficulté quand même au niveau de l'agriculture et des terres agricoles. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir préempter des terres, d'installer des nouveaux paysans, parce que dans 10 ans, des paysans, on n'en a plus beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de départs à la retraite et de vieillissement de cette population. Et il y a d'autres solidarités à inventer avec les territoires autour. Oui, parce que ça n'est pas si simple. Moi, j'ai eu un exemple récent d'une diplômée, enfin un couple de diplômés de l'INSA, voilà, ce sont des ingénieurs. Ils n'ont pas envie d'être ingénieurs. Ils n'ont pas envie de bosser dans une grande structure. Ils ont envie de vendre des fromages de chèvre. Ils ont envie de faire ça. Bon. Mais c'est compliqué pour eux d'acheter des terres. Il faut aller voir Terre de Liens à Cré, déjà, ils pourront peut-être les aider. Qui ça ? Terre de Liens. Oui, Terre de Liens, ils font ça, c'est leur job, ils font ça merveilleusement dans toute la France. Non, il y a une vraie difficulté sur les terres agricoles. Moi, je pensais encore très naïvement, il y a quelques mois, que si la collectivité s'engageait vraiment à acheter la production tout le temps d'un mandat à des paysans qui ne travaillent pas forcément de manière durable, je pensais qu'ils changeraient leur logiciel, en se disant c'est bon, et en fait non. En fait, ça ne marche pas. Donc la seule possibilité, c'est vraiment d'acquérir des terres et d'installer des nouveaux paysans qui ont plutôt tendance à travailler une production plus durable. Il y a un petit chiffre qui est assez incroyable, c'est 1 hectare de terre agricole disparaît depuis quelques années tous les jours sur le Rhône. 1 hectare, 10 000 m², tous les jours disparaissent et ne sont plus cultivés.
Sur la métropole, on a en 20 ans diminué de 40% la population agricole. C'est-à-dire qu'on n'a plus que 300 quelques exploitations sur la métropole de Lyon. Bon voilà, c'est des chiffres qui sont quand même alarmants et qui ne sont pas nouveaux. En fait, on aurait pu prendre l'action beaucoup plus en amont. Moi, comme je dis, ça fait des années qu'on alerte sur la situation, quoi. Donc là, on arrive dans une situation un peu d'urgence où il faut agir, avoir des résultats rapides et puis conséquents, mais avec très peu de temps finalement pour inverser la donne, quoi. Donc comme tu disais, l'idée n'est pas d'aller bousculer des curseurs de façon complètement catégorique à 100% d'autonomie, c'est déjà d'influer et puis de montrer l'exemple. Et c'est pour ça que moi je suis super content d'être là, parce qu'ici on a des pionniers en fait de ces nouveaux systèmes-là et des acteurs, des gens qui font, qui n'ont pas attendu que la collectivité, elle se dise ah bah tiens, il faut se mettre en place. Très bien, on est là, on va accompagner, etc. Mais on n'empêche qu'il y a beaucoup de structures qui ont essuyé les plâtres, qui ont inventé, qui ont innové. Et donc c'est super important peut-être là d'avoir un rendez-vous, peut-être au moment un peu dans l'urgence, mais en tout cas un rendez-vous qui nous permette de changer d'échelle toutes ces bonnes pratiques, quoi. Donc, c'est clair qu'il y a, quand nous avons créé les AMAP ou VRAC début des années 2000, les volontés politiques, elles n'étaient pas là, quoi. On n'était pas du tout accompagnés là-dessus, il fallait qu'on se débrouille nous-mêmes. Les AMAP, elles sont nées d'une protestation contre la politique agricole commune et puis de gens qui voulaient changer cette politique agricole commune, qui ont échoué à la changer. En quoi est-ce que c'était une protestation contre cette PAC mise en place politique européenne donc de l'agriculture? Eh bien, parce que la PAC, elle promeut et elle avantage un modèle agricole qui n'est pas résilient. On reparle de résilience à ce niveau-là. C'est-à-dire c'est un modèle agricole qui a été conçu au sortir de la Seconde Guerre mondiale avec des objectifs nobles. C'était recouvrer l'autonomie alimentaire du pays et lutter contre la faim dans le monde. Bon, au jour d'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'autonomie alimentaire du pays, on ne l'a pas, parce que les élevages intensifs, par exemple, sont obligés d'importer du soja d'Amérique du Sud pour nourrir leurs animaux. Et la faim dans le monde, on n'a pas réussi à ce que je sache. Et on a même fait pire. C'est-à-dire que peut-être qu'en France, on ne meurt plus de faim, mais on meurt de malnutrition. Et parmi les fameux facteurs de comorbidité de la crise sanitaire que l'on subit aujourd'hui, existent plusieurs de ces facteurs qui sont en lien direct avec une mauvaise alimentation. Et cette mauvaise alimentation, elle vient d'un modèle politique, mais pas que agricole, aussi économique et commercial, qui a institué en fait ce qu'on appelle la malbouffe, et puis qui a provoqué aussi, en abaissant les prix, l'illusion que manger de la viande, par exemple, on va aller sur un sujet qui a fait pas mal couler d'encre et de salive ces derniers temps, pouvait être à la portée de tout le monde. Mon objectif à moi, c'est pas de dire personne ne mangera plus de viande. L'idée, c'est de se dire qu'au jour d'aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, on mange trop de viande et qu'il serait intéressant d'en manger un peu moins. Alors quand je dis viande, en fait, je fais un raccourci, c'est trop de protéines animales et qu'il serait intéressant d'en manger moins. Et là, je reprends par exemple la résilience des territoires. Si on veut manger moins de protéines animales, il faut manger plus de protéines végétales. Et on s'aperçoit que par exemple, dans notre région, autour de Lyon, la production de protéines végétales, elle est insuffisante. Il n'y a pas suffisamment de gens qui font pousser des lentilles, des pois chiches, des haricots. Et ça va même au-delà, je trouve, parce qu'effectivement, on a parlé de la perte des terres, donc moins en moins de terres agricoles, certes, mais moins en moins de variétés aussi. Aujourd'hui, il m'arrive d'aller dans les écoles et de suivre un petit peu, d'essayer de parler du ressenti, même montrer un petit pois comme ça. Il y a quand même assez peu dans la nouvelle génération qui savent ce que c'est qu'un petit pois en disant ce légume-là, il faut l'ouvrir, regarder. Quand on montre un petit pois à un enfant, il ne sait pas ce que c'est. Non. Oui. En CM1, CM2, par exemple, s'il y en a un sur toute la classe, je suis très content. Derrière ça, quand je demande à toute la nouvelle génération, citez-moi 15 légumes, on n'arrive pas au 15e, quelquefois pas au 10e. Donc, à un moment donné, on s'aperçoit bien
sans qu'ils s'en rendent compte. Je peux vous donner la liste entre les pommes de terre, le poireau, la carotte, sempiternellement, mais peut-être aussi c'est la faute des restaurateurs qui, eux, n'ont pas mis cette diversité-là en avant. Alors, nous, on n'a pas fait grand-chose de ce côté-là, mais on ne l'a pas fait sur la proximité non plus. Et s'il devait y avoir deux mots qui font un déclic avec ce que l'on vient de subir, c'est probablement l'humain, parce qu'on a redécouvert que derrière le légume, il y avait un homme, et que derrière cette heure, même si on sait, nous, tout ça depuis longtemps, dans la grande généralité, c'est la proximité, c'est-à-dire qu'on va essayer de se servir le plus proche possible pour qu'effectivement il y ait moins d'intermédiaires, pour que ça soit plus abordable, pour que effectivement ça puisse coller à la saisonnalité, et que derrière ça, eh bien, effectivement, il y a ces nouveaux maraîchers qui arrivent, qui, eux, livrent. Et ce qu'il faut changer, c'est même pas de dire on va changer, c'est de dire aujourd'hui, on a une certaine façon de consommer. On nous a appris des choses, mais il y a une 50aine d'années. Et ces choses-là, elles étaient basées sur j'achète bien, je cuisine bien, le reste, il n'y a que le client qui compte. Aujourd'hui, la pandémie a rempli nos poubelles. Pourquoi ? Parce que on achète et on jette. Mais on ne jette pas en triant, on jette plus ou moins n'importe comment. Et pourquoi est-ce qu'on jetterait plus qu'avant pendant la pandémie ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de restaurants qui, eux, vont faire le pré-tri, on va dire. Il y a toutes les poubelles publiques qui débordent tous les jours et toutes les poubelles. Donc, ce qu'il faut leur apprendre, en fait, c'est de dire, il est très difficile de dire aux restaurateurs qui ont déjà plein de choses à supporter, en plus de ça, vous allez trier. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est de peut-être les valoriser avec une reconnaissance, parce que le cuisinier a besoin de cette reconnaissance. S'il ne l'a pas, il ne va pas chercher. Si on lui dit, mais oui, il faut déjà que tu tries ça, il faut que ton huile, elles sont comme ça, il a déjà des tas et des tas de choses. Mais si on lui dit, si tu achètes déjà 4 légumes de saison, si déjà tu fais tout à la maison, derrière ça, si tu fais une chose que tu n'as pas l'habitude, qui est le tri, peut-être qu'à travers ce tri, tu vas donner une nouvelle image de ce que toi, tu peux être et tu peux donner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que l'on jette va soit à l'incinération, soit à la méthanisation, mais très peu au compost. Très peu. Alors qu'il suffirait que nous, on puisse simplement éplucher, le producteur, pour l'avoir mis un peu en place avec 2 producteurs pour l'instant, il suffirait qu'on arrive, qu'il livre, allez, on va rester sur les carottes et les poireaux, que nous, bien sûr, on va les éplucher, les préparer, qu'on met ça dans un bac un peu fermé, que le lendemain, quand il va livrer, il reparte avec ses épluchures, mais pas avec du carnet à l'intérieur, juste du végétal. Parce que la grande différence, elle est là, c'est qu'on peut... Alors, les retours d'assiette sont pour la méthanisation, mais pour le compost, c'est-à-dire qu'avec les 2000 restaurants qu'il y a à Lyon, on peut réenrichir toute la terre de ceux qui veulent composter. Et pour enrichir, si on leur dit ça, ça ne leur suffit pas. Mais si, par exemple, ils ont une reconnaissance parce qu'ils font ça, peut-être que là, ça va changer, parce qu'on va parler d'eux d'une manière différente. D'accord. Je vais vous proposer, dans la suite de ce repas des cornichons, ceux de Lino Ferrer. Voilà, avec nous, donc, Jérémy Camus, vice-président de la métropole, Alain Alexanian, un chef spécialisé, il ne nous l'a pas dit encore, mais il va nous le dire tout à l'heure, dans les légumes, après les cornichons de Lino Ferrer, Boris Tavernier de Vrac et Jean-François Baudin des AMAP. Alors, je crois, Boris Tavernier, que vous vouliez rebondir en quelque sorte sur ce que disait Alain Alexanian par rapport aux jeunes. Oui, il y a un terrible enjeu à travailler, cette question d'alimentation, que ce soit dans les écoles. Il y a des associations qui le font, il y a l'école comestible, il y a Réseau Marguerite aussi sur la métropole de Lyon, mais ce n'est pas suffisant. Les gamins, c'est les consommateurs de demain, et comme disait Alain, tu ne sais plus
comment sont produites les choses, tu ne sais plus qui te nourrit. Et il y a un vrai enjeu à reconnecter les jeunes consommateurs avec qui nous nourrit, aller sur des exploitations, à rencontrer les paysans. Il faut réussir à donner ce goût de cuisiner. Parce qu'aujourd'hui, économiquement, ça ne suffit plus. On pouvait dire avant, oui, mais cuisiner des produits bruts, ça te coûte moins cher que d'acheter un produit transformé. Maintenant, c'est plus le cas. Ça coûte moins cher d'acheter un produit ultra transformé avec tous les désagréments qu'on peut avoir et les soucis de santé qu'il y aura derrière. Mais économiquement, ça ne marche pas. Donc, il faut trouver autre chose pour donner envie. Si j'ai peu d'argent, je vais, si je mange des plats préparés, des plats cuisinés que j'achète en grande surface, je vais dépenser moins d'argent que d'acheter des légumes, de les éplucher, de les faire bouillir, etc. Oui, c'est dramatique, mais oui. Non, l'industrie agroalimentaire est très, 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 très forte. Parce que vous ne mangez pas les mêmes apports, oui. Et je ne mange pas la même chose, bien sûr. C'est-à-dire que ma santé va s'en... Mais je dirais que... Exactement. Mais voilà. C'est pas la même chose. Et que ça soit en conventionnel ou en bio, un produit transformé en bio, pour moi, c'est rempli d'additifs aussi, de gras, de sucre. Faut pas, là, il n'y a pas de distinction pour le coup. Un produit transformé en bio, expliquez-moi ça. Parce que moi, vous savez, j'y connais rien. Comment ça, vous ne mangez pas, vous? Si, je mange. Je mange. Mais par exemple, tous les produits véganes de substitution qui veulent absolument manger un steak mais qui soit végétal ou du fromage qui soit végétal, regardez juste la composition. Il y a 40% de gras, de sucre. Donc là, on est dans une tromperie. Non, c'est marqué sur l'étiquette. Oui, c'est simple. Quand vous mangez un steak, peu importe lequel, c'est un produit. Oui. Quand vous prenez un steak de soja, c'est 23 produits. Donc ces 23 produits, c'est un poème à la Prévert. C'est 23. Est-ce que c'est un bon poème ? Pas forcément, non. Voilà. Non, pas forcément, parce que vous ne savez pas d'où ça vient. Oui. Vous savez pas. Enfin, il y a d'autres paramètres derrière qui sont. Alors, celui qui est le plus proche à comprendre, c'est de dire si on prend les choses non pas comme le roseau qui revient, mais comme une nouvelle façon de voir les choses, c'est que peut-être que c'est un peu ce qu'on est en train de faire avec certaines écoles. On leur apporte une graine, cette graine, ils la plantent. Derrière, ils le voient pousser. Il y a un écosystème, c'est-à-dire on a perdu. L'écologisation, aujourd'hui, c'est la santé de l'écosystème. Et la santé de l'écosystème, c'est notre santé. Et si eux voient qu'il faut des insectes, qu'il faut s'occuper, arroser, etc., ça va changer les choses parce qu'on ne leur a jamais parlé comme ça. Par contre, là, c'est eux qui vont le faire. Et in fine, peut-être qu'ils vont manger ce qu'ils vont faire pousser. Donc là, il y a une autre façon de faire passer le message qui n'est pas forcément en disant non, c'est bien, c'est pas bien. C'est on va vous apporter un truc, est-ce que vous voulez le faire avec nous ? Et eux, ils le veulent. Sauf qu'on ne leur a jamais encore parlé comme ça. Vous savez, vous avez commencé l'émission oui. En parlant de la notion de plaisir. Oui. Et c'est vrai que... Oui, parce que pour moi, manger, c'est d'abord du plaisir. C'est me nourrir, bien sûr, mais... Évidemment. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont avec ce principe-là oui. aussi. C'est du plaisir. Et souvent aussi en France, d'autant plus en France que dans les pays anglo-saxons, il y a le temps du repas. Le temps du repas qui nous sert à nous alimenter. Et puis comme nous, autour de cette table-là, à échanger, à parler et à passer du bon temps ensemble, à cultiver cette convivialité. Dans les AMAP, la convivialité, elle est au cœur aussi de l'organisation. Parce que chaque semaine, on rencontre nos paysans. On leur dit bonjour, comment allez-vous ? Ils nous répondent de la même façon. Et puis on va échanger, on va se mettre à parler de nous et à devenir des personnes familières. Et ce plaisir-là, il est hyper important. Et quand Boris ou Alain parlaient par exemple des plats cuisinés, en fait, c'est... Au-delà de l'alimentation, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut qu'on se questionne sur les vies que l'on mène. Parce que les plats cuisinés, moi j'ai une nièce qui mène une vie de dingue, qui fait 40-50 heures par semaine et qui le soir, quand elle rentre chez elle, elle n'a pas le temps de se mettre à cuisiner. Donc elle enlève l'opercule, elle met dans le micro-ondes et hop, elle mange ça. Mais c'est ces questions-là. Est-ce que c'est ça que l'on veut dans nos vies ? C'est-à-dire ne même plus avoir le temps de prendre le plaisir, des plaisirs simples, d'être à table avec des amis, avec la famille, et puis de manger des plats qui soient bons et que l'on a pris le temps de cuisiner. Et ça, c'est important parce que en AMAP, par exemple, les AMAP ont du succès, on en parle beaucoup. Il y a plein de gens qui viennent. La pandémie a été très bénéfique pour les AMAP.
Habituellement, sur la région, on crée 4-5 AMAP. Vous avez augmenté vos adhérents de... 3 fois plus. On a accompagné 3 fois plus d'AMAP. Avec le problème qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que maintenant, on ne trouve plus de maraîchers pour venir. Il nous manque des paysans pour alimenter les AMAP. Mais cet engouement pour les AMAP, on sait qu'il y a plein de gens qui viennent, qui vont essayer, puis qui ne vont pas trouver leur compte parce qu'ils n'ont pas fait le pas de côté de se dire on va se remettre à cuisiner. Parce qu'en AMAP, les paysans, ils ne nous préparent pas les plats cuisinés à l'avance. Les poireaux, ils nous arrivent, ils sont cueillis le matin, généralement, ils sont dans notre panier le soir. Ça ne m'avait pas échappé. Vous voyez, on est une association qui faisons de la vidéo, et donc on nourrit aussi notre équipe de jeunes. Ce sont des jeunes qui font le son, qui font l'image avec nous. Et donc on est amapiens. Ah ben, on est amapiens. Et on reçoit des tas de légumes qu'on ne connaissait même pas. Et du coup, on apprend à les cuisiner. Et alors, là, merci Alain d'être là, parce que lui, il est spécialiste là-dessus. Non, partez d'un principe très simple. Oui. Si vous prenez le légume un peu en disant, mais il y a une recette, je ne sais pas faire la recette, vous êtes mort. Prenez un légume, quel qu'il soit, n'importe lequel, dites-moi un au hasard, le navet là en ce moment. Oui, on parle des navets. Donc, plus, quand il est bio, vous n'avez même pas besoin de l'éplucher, mais soit, on va l'éplucher. S'il est bio, je ne l'épluche pas. Non. Je le lave quand même. Ah, évidemment. Oui. Bon. Non, mais quoi qu'il arrive, il faut toujours laver. Je demande. Laver, essuyer. Oui. Vous coupez ça en morceaux que vous aimez, vous mettez ça dans une casserole, de l'eau à presque la hauteur. Vous attendez qu'il n'y ait plus d'eau, vous assaisonnez, vous mettez une matière grasse, celle que vous voulez à l'intérieur. Alors après, vous pouvez toujours mettre des noix, de ce que vous voulez, mais en tout cas, juste ça, c'est préparer quelque chose. Un poireau, vous l'émincez simplement, vous le lavez bien, vous le laissez tomber. Une fois qu'il est tombé, vous mettez votre beurre ou ce que vous voulez, vous assaisonnez, vous le mangez, vous avez préparé votre plat. C'est-à-dire que si vous pensez que 10 minutes, ça ne vous suffit pas, on passe à côté de la rapidité de manger, en tout cas au déjeuner. Après, quand on veut préparer des repas, c'est plus pareil. Mais il ne faut pas oublier que toutes les recettes que vous avez, même dans les bouquins aujourd'hui, on a croisé les saisons. Il n'y a plus du tout de recettes adaptées à la nouvelle forme de pousses aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, les blettes là, que j'ai jamais j'ai fait des blettes auparavant, mais je veux faire quoi de ces blettes-là je peux comprendre qu'on soit perdu avec ça. Moi, simplement, ce que je vais vous dire, c'est de dire, regarde, un cuisinier, un truc un peu simple, on enlève le verre, tu sais, un peu avec les épinards, tu fais quoi avec des épinards ? Donc, t'es bouillanté, oui, mais oublie les bouillantés, on va couper ça en fines lamelles, on va bien le laver, on va le mettre dans la casserole, on va laisser tomber tout ça, on va mettre une matière grasse, un assaisonnement et c'est fini. Et alors, on peut toujours faire avec le restant une autre façon, un blanc, etc., avec du citron. Mais on a tout oublié. Enfin, en tout cas, ce qu'il faudrait faire, c'est presque oublier les recettes. Alors, il faut garder un fil conducteur, mais il faut presque oublier les recettes d'antan, parce que ces recettes-là sont très trompeurs. Et qu'aujourd'hui, ça nous amène à avoir de la ratatouille sur toute l'année. Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal et ce n'est pas logique d'avoir du poivron, des aubergines et des tomates comme cette photo-là, pour toute l'année. Toute l'année, on a ça. Oui. C'est pas normal. Oui. On est en train de mélanger tout ça. Oui. Et quand on mélange tout ça, ça ne nous correspond pas au temps qu'il fait. Et du coup, notre corps ne comprend même plus ce que vous allez lui apporter, puisque c'est sempiternellement toujours les mêmes choses. Alors, et puis les hommes sont encore un peu plus portés par uniquement la pomme de terre, le steak et la salade à côté, et terminé. Tu as décrit le repas que j'ai mangé à midi. Hein. J'ai fait des navets au miel avec ta recette. Ouais, je voulais ajouter un peu de miel dans la recette, mais c'est mon côté sucre encore une fois. Je voulais la garder pour le dessert tout à l'heure, histoire de finir un peu avec... C'est super intéressant ce qui se dit là, parce qu'en fait, on voit que l'alimentation est le pivot de tellement de choses basiques pour l'humanité, quoi. On a l'alimentation source de santé et on voit l'impact que l'alimentation peut avoir et les gabegies en termes de dépenses de santé qu'on a à cause d'une mauvaise alimentation. On a le lien de l'alimentation avec le lien social. Le patrimoine de l'humanité a classé le repas gastronomique français autour d'une notion importante, c'est le caractère social, lien social autour de l'alimentation. Donc on en reparlera, j'espère, sur la valeur de l'alimentation et du lien social que ça procure. C'est une mauvaise période pour en parler, à cause de la fermeture des restaurants depuis 1 an. On va voir que les terrasses vont se remplir, j'espère, rapidement, et on va revoir ce lien social se créer. Tout le monde l'attend avec impatience. Et puis on a l'autre donnée qui a été dit à plusieurs reprises, c'est le lien à la nature.
le lien à, typiquement dans les cours d'école, il y a une vraie volonté aujourd'hui de plein de communes, qu'elles soient écolo ou pas d'ailleurs. On va pousser pour, mais en tout cas de remettre de la végétalisation dans la cour de récré. Pourquoi? Parce que les gamins, ils doivent se réapproprier le brut, le produit brut, la semence, l'eau qu'il faut... Bref, tous ces éléments sur lesquels on est de plus en plus déconnectés et en plus dans des métropoles comme la nôtre, quoi. Et puis, il y a aussi le lien à la nature, et vous l'avez dit tout à l'heure, tout ça n'est qu'un cycle. Et effectivement, ce qu'on consomme, ce qu'on gaspille, qui aujourd'hui est un vrai coût aussi pour la société, comment on le redonne à la terre. Et donc là, il y a tout un travail, et merci de me l'a rappelé Boris, mais aujourd'hui, vous pouvez acquérir, il y a 20 000 composteurs qui sont distribués par la métropole gratuitement pour des composteurs individuels. Donc là, vous allez sur le site de la métropole et vous inscrivez, vous allez recevoir un composteur gratuit. On va développer également des composteurs gratuits collectifs. Que j'aurai chez moi individuellement. Si vous avez de la place pour le faire. Si la place, on a aussi des composteurs collectifs par immeuble, qui sont déjà un dispositif qui existe depuis longtemps. Et la grande nouveauté de ce mandat, c'est de créer des composteurs qui vont alimenter autre chose que les terres personnelles et revenir réamender les terres agricoles. Et en gros, aujourd'hui, tout ce qu'on gaspille en termes de déchets ménagers compostables pourrait réamender l'ensemble des terres agricoles de la métropole. C'est-à-dire ramener du couvert végétal sur les terres métropolitaines agricoles. Et là, on pourrait avoir un cercle vertueux, c'est-à-dire consommer ce qu'on produit ici, qui est ensuite récupéré pour réamender les sols, et de bien réexpliquer aussi, effectivement, je pense que les enfants, en l'occurrence, sont très sensibles à ça. Et ça passe par l'éducation ou la sensibilisation, mais aussi remettre les mains dans la terre, quoi, et dans les cuisines. Donc voilà, il y a un gros défi en termes d'éducation, et nous, notre part dans tout ça, la collectivité, c'est encore une fois d'aller accompagner ces démarches qui naissent et qui existent déjà, de les démultiplier. Puis on a un autre peut-être outil qui est intéressant, c'est qu'on a des cantines. Dans les collectivités, il y a les cantines de tous les enfants, que ce soit des cantines scolaires, cantines des collèges ou cantines des lycées. Et quelque part, à travers ces cantines, on doit être aussi exemplaire dans ce qu'on propose. Limiter les plats tout préparés, ramener du produit brut et cuisiné sur place, ramener du produit sain, de qualité, ramener du produit qui est consommé, qui est produit très localement, qu'on pourrait quasiment aller visiter pour voir d'où provient la viande qui est consommée ou le céréal qui est consommé, etc. Donc il y a vraiment, quand on touche à l'alimentation, on se rend compte qu'on touche à beaucoup de domaines d'activité et beaucoup de filières. Voilà. Jusqu'au tri. Jusqu'au tri, ouais, exactement. Il me semble me souvenir qu'il y avait une belle idée dans votre programme de campagne, c'était de création de maisons de l'alimentation. Ça en est où, ça avance? La création d'une maison de l'alimentation sur la métropole? Oui, je dirais même plus, on a un beau sujet sur la table, c'est la Cité internationale de la gastronomie. Oui, bien sûr. Un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre sur l'ancienne mandature, qui n'a pas été un cadeau de l'ancienne mandature, avec un dossier relativement bâclé en l'occurrence. Peut-être ce qu'est cette Cité de la gastronomie. C'est 4000 m² de bâtiments plutôt très jolis, en plein cœur de l'Hôtel-Dieu, qui permet d'accueillir aujourd'hui un peu ce qu'on veut. Et donc l'idée, c'est de repartir sur ce projet pour amener une dimension alimentation, une dimension formation, sensibilisation, ramener de la vie dans ce lieu, c'est-à-dire un endroit où on fait des choses, où on invente des choses, où on forme les gens, où on sensibilise les enfants. Donc c'est un peu ce projet-là, cette maison de l'alimentation qu'on avait imaginé à l'époque dans ce programme sans savoir vraiment où elle allait atterrir. En tout cas, là, il y a un premier enjeu. Et puis moi, je propose aussi à Boris qui décline ce que lui souhaite faire aussi, parce que quand on a un espace totem, c'est bien, mais encore faut-il rendre accessible ce type de démarche au plus grand nombre. Et c'est important aussi qu'il y ait des maisons d'alimentation un peu essaimées un peu partout sur la métropole, en particulier dans les déserts alimentaires. Et là où c'est encore plus difficile d'amener ce concept autour du bien manger, du manger brut, etc. Et peut-être que, Boris, moi j'aimerais bien que tu parles du projet, si tu veux bien. Oui, on a lancé ça... Boris Tavernier, oui. Dans quel projet? Dans le 8e arrondissement, on a eu la chance sur le territoire de la métropole d'avoir plusieurs quartiers qui ont été lauréats d'un projet de l'ANRU, de l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui s'appelle Quartier Fertile. Et donc ça va vraiment pousser de partout dans les banlieues. Et notamment dans le 8e arrondissement, on a eu la chance d'être avec VRAC, d'intégrer ce projet-là. Et avec nos copains de Récup et Gamel, on a récupéré une pharmacie qui a déménagé et qu'on va transformer vraiment en maison de l'alimentation avec...
J'ai un souvenir d'il y a quelques années, quand j'ai démarré VRAC dans les quartiers, des bénévoles, des habitants me disaient toujours oui, mais comme on a du temps, comme on est au chômage, on doit passer notre temps à être bénévole pour des associations. Mais nous, on a aussi besoin d'économique, on a aussi besoin de remplir le frigo. Et donc, j'avais gardé ça en tête depuis toutes ces années. Et là, l'idée, c'est à la fois de pouvoir avoir une épicerie VRAC à prix coûtant dans le quartier, vraiment ce qu'on fait déjà en mode de groupement d'achat, donc dans cette pharmacie, et avoir 2 cuisines. Une cuisine pour que les habitants puissent cuisiner et rentrer chez eux avec les produits, donc de cuisiner de manière collective, on économise sur les fluides, c'est beaucoup plus intéressant socialement, et une cuisine vraiment où les habitants pourront travailler et être salariés, et de pouvoir concevoir un plat du jour au prix d'un kebab dans le quartier. Parce que j'aime bien les kebabs, mais à un moment donné, c'est ton seul choix dans les banlieues. Donc à un moment donné, si on propose rien d'autre, c'est quoi la norme quoi? Si tu as le choix entre un kebab et un tacos, et encore une fois, la notion de plaisir est importante, donc tu peux te faire plaisir en mangeant ça. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger, j'en mange. Mais il faut quand même qu'il puisse avoir autre chose. Mais alors ça marche déjà, ça? On est lauréat, on a les clés, on attaque les travaux. Donc ça sera plutôt opérationnel en fin d'année. Et on a d'autres projets qui poussent aussi dans d'autres territoires. On travaille vachement là-dessus. Il y a un vrai enjeu sur cette question d'émancipation, que les personnes, que les habitants puissent se réapproprier cette notion d'alimentation. C'est ça qui est vraiment important. Aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance en fait en qui les nourrit. Au début de VRAC, ils venaient sur les groupements d'achat VRAC parce qu'il n'y avait pas ces produits bio dans la grande distribution. 7 ans plus tard, la grande distribution a quand même démocratisé ça, mais ils viennent parce qu'ils n'ont pas confiance au bio-industriel. Et ça, c'est quand même intéressant. Au début, moi, je venais... Est-ce qu'ils ont raison de ne pas avoir confiance dans le bio-industriel? Il ne faut pas avoir confiance en l'industrie agroalimentaire tout court. Enfin, ça, c'est ma bataille depuis quelques années. Quand vous parlez il y a 2 sortes de bio. Il y a la bio et il y a la bio-pognon, point barre. Donc, et la bio-polluante? Pognon. Pognon, oui. La bio-pognon. C'est-à-dire celle qui est là pour se faire de l'argent. Oui, mais il n'y a pas un sigle, attention, Non, c'est bien ça le problème. Non, parce qu'il vaut mieux ça que aussi l'outrance de produits. Donc c'est un choix. Je ne dis pas que ce choix il est bon ou il est mauvais. La vraie bio, c'est détenu entre autres par les AMAP, par exemple, où même si elle n'est pas étiquetée bio, il est à 98%. Donc il y a la vraie, celle de la proximité et de l'humain, et puis il y a celle qui vient de très loin et qui est mise en barquette et qui est de la bio quand même. Donc c'est fait pour vendre, c'est pas fait pour ce contact direct, en tout cas ce que la nouvelle proximité va apporter. Voilà, je vous propose une seconde pause, non pas de publicité, mais musicale, avec Camille Ratatouille, le festin. Magnifique. Les rêves des amours. Ben voilà, on vient avec vous. On a écouté Camille Ratatouille, le festin. On est avec nos amis autour de cette table, de manière sympathique. On échange des idées. Alors, il y a une chose qui vient de se passer dans notre pays et dans notre région, c'est un gel. Est-ce que ce gel qui a touché les agriculteurs, est-ce qu'il a touché, je dirais, davantage du fait de l'absence de diversification de la part de certains producteurs? Oui, alors c'est bien que vous parliez de ça, Pierre-Alain, parce qu'en fait, on vit une crise actuellement sanitaire. Mais cette crise sanitaire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière, il y a une crise écologique qui est bien plus importante, qui risque d'être bien plus impactante pour nous si on n'agit pas rapidement. Et il faut qu'on agisse, il faut qu'on agisse. Et les premiers, témoins de cette crise écologique, ce sont les agriculteurs. Là, on a vécu il y a 15 jours, 3 semaines, un épisode de gel intense, et on se rend compte en fait que tous les agriculteurs qui ont subi cet épisode-là sont touchés à des mesures, diverses, on va dire ça comme ça. Ils sont touchés diversement, selon le mode d'agriculture qu'ils ont. Ceux qui ont été très touchés, par exemple, ce sont les viticulteurs, les vignerons, parce qu'eux, ils font pousser des vignes et basta. Alors moi, j'en connais un dans le Beaujolais qui fait pousser des vignes et qui a aussi des champs de céréales et qui transforme ces céréales en pain. Il est aussi paysan boulanger. Il est à la fois paysan boulanger et viticulteur. Cette année, lui, il va avoir moins de vin, mais par contre, il aura toujours le pain comme moyen de subsistance.
Alors, pas qu'il mange son pain, mais il pourra le vendre et gagner un peu d'argent. Alors que le vin, ça c'est cuit. Bref, la monoculture, chez nous comme ailleurs, en Afrique en particulier, ça n'est pas la terrible. solution. Oui, un Il y bémol. a ça, mais pour Jérémy continuer sur le réchauffement climatique, Oui. typiquement cet épisode de gel, il n'aurait pas eu de conséquences si quelques semaines plus tôt, les températures n'avaient pas été suffisamment élevées pour faire les arbres en fleurs. Et les arbres en fleurs qui se font cueillir par le gel relativement régulier quand même à cette époque de l'année, les seins de glace, etc. Et qui se font cueillir. Et là, on perd 80-100% de la production. C'est d'autant plus C'est-à-dire que le réchauffement climatique a eu un effet, en quelque sorte... Anticipation et le gel qui vient comme un épisode relativement classique, peut-être plus fort que les autres années, même certainement beaucoup plus fort que les années précédentes. Il faut voir la lutte qui a été faite dans les arboriculteurs avec... vous regardez les images, c'est impressionnant. Le réchauffement... de la nuit pour éviter la... Oui. Donc voilà, c'est que l'arbre qui ne cache pas la forêt, effectivement. Et après, l'autre, 80-100% de la production détruite. Et en plus, ce qui est relativement frustrant, c'est que c'est des filières qui étaient plutôt dynamiques, qui sont dynamiques. Les deux jeunes auxquels je pense qui sont à Irigny, qu'on verra mardi, qu'on reverra vendredi, eux, ils sont touchés de plein fouet, c'est-à-dire que nous, on les a accompagnés à construire un bâtiment pour faire de la transformation, mettre de la valeur ajoutée dans leurs produits, développer leur activité, ne pas être que sur de la diversification, aller sur de la diversification justement. Et là, ils vont se retrouver avec un bâtiment vide dans lequel ils auront à mettre 0 fruit pour cette année. Ils vont devoir supporter quelque part les investissements pendant tout ce temps-là. Donc on va les accompagner, certes, mais n'empêche que... Et donc il y a un vrai enjeu autour de... Pas que la diversification des cultures, mais aussi quel type de semences demain, quel type de culture on va faire sur ces territoires en prenant en compte ce changement climatique. À Charlie, on a le CRBA, le Centre de recherche botanique appliquée, qui bosse depuis des années à aller identifier des semences parfois endémiques, c'est-à-dire des semences qui existaient avant sur le territoire et qui ont disparu. Et on les remet sur notre territoire pour voir si ça fonctionne toujours. Certains utilisent le piment de Bresse, par exemple, qui est un must aussi. Et d'autres semences qui ne viennent pas de notre territoire, mais qui sont importées pour voir ce qui pousse très bien sous d'autres latitudes où le changement climatique, ou quelque part, le climat est déjà celui qu'on vivra peut-être ces prochaines années, et le voir s'ils sont capables de pousser sur notre territoire. Et c'est aussi vers ça qu'il faut aller, comment on adapte cette agriculture, ce modèle agricole à partir de ses pratiques, les espèces qu'on fait pousser, comment on les fait pousser, etc., pour s'adapter à un climat qui, effectivement, malheureusement, par nos actions collectives, va vers ce type de changement, quoi. Et on a beaucoup de chance d'avoir le CRBA quand même ici. Stéphane Crozat qui dirige tout ça. CRBA, c'est le Centre de ressources botaniques appliquées. Oui. Et c'est vrai que, par exemple, là, il a semé une 50aine de haricots. Et sans les arroser, c'est-à-dire en laissant, avec un minimum d'arrosage, mais le minimum du minimum. 50 variétés différentes. 50 variétés différentes pour voir celle qui, effectivement, demain sera la plus appropriée et à nos terres et au changement climatique. Avec des qualités nutritionnelles très fortes. Absolument. Il appelle ça le haricot viande, en l'occurrence. Voilà, c'est ça. Donc, entre autres. Mais c'est vrai qu'on a fait, pour travailler aussi avec les AMAP, et avec toi, on avait... on parlait du poivron d'Ampuis. Alors, il y a eu le poivron qui a été revenu. Il y a le navet noir de Caluire. Ce qui est intéressant, c'est que déjà derrière l'appellation, vous savez, la terre à laquelle elle provient et elle s'adapte. Quand on parle de la courge romaine de l'Ain, on ne va pas la mettre à Ampuis, on ne va pas mettre le poivron d'Ampuis dans l'Ain. Parce que les vents ne sont pas les mêmes, la terre n'est pas la même, l'ensoleillement n'est pas la même. Et donc... on a pris un peu tout ça, et moi, la courge romaine de l'Ain, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et Stéphane me dit, qu'est-ce que tu peux en faire ? Et derrière, effectivement, ça bouleverse un peu, même moi, le cuisinier, parce que c'était là, il y a une centaine d'années, c'est parti. Il y a beaucoup de légumes oubliés. Ah, il y a énormément. Je vous dis tout à l'heure... Il y en a, c'est pas grave. Hein, mais vous vous rendez pas compte, 15 seulement légumes, c'est peanuts. Il y en a des centaines normalement. Et c'est vrai que quand... là, il y a une tomate qui s'appelle la tomate de Beaurepaire qui est revenue. Eh bien, elle pousse en mois de septembre. C'est une tomate... pas, comment on appelle ça, à retardement, là.
Et c'est vrai. Une tomate à retardement, mon Oui. Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais tardive. Mais c'est très bon, c'est très bon. Elle explose en bouche, en Plaisante quelque en disant sorte. ça, Oui, mais c'est oui, une bien pousse sûr. tardive. Et c'est vrai qu'elle vient en même temps que les raisins, par exemple. Une tomate en même temps que les raisins, ça n'existait pas avant. Donc aujourd'hui, s'il fallait inventer une recette, ce qu'on a un peu fait avec les AMAP, c'est de dire telle variété, tel sol, tel endroit, eh ben vous pouvez en faire un truc hyper sympa et avec la nouvelle On saison. va bientôt conclure, Alain Oui. Alexanian. Réfléchissez à une bonne retraite de dessert pour finir ce Voilà. repas que nous avons fait. Alors, juste pour rebondir rapidement Oui. sur l'eau, sur la ressource en Oui, eau, parce Jérémy que Camus. Oui, on parle oui, du oui, gel, bien mais sûr. une semaine après le gel, on avait les premiers arrêtés sécheresse, c'est-à-dire les premiers arrêtés qui imposent des limitations de consommation d'eau. Et c'est un sujet clé. On prend 15 000 litres d'eau pour fabriquer 1 kg de steak. On en prend 3 fois moins pour 1 kg de lentilles. Et on va prendre à peu près 300 litres d'eau habituellement pour produire 1 kg de légumes. Ben, aller encore dans la recherche pour aller être encore plus précieux sur cette ressource en eau, c'est aussi un gros enjeu de ces C'est-à-dire prochaines arroser moins. arroser moins, trouver Ouais. une façon de voir qu'aujourd'hui, on ne peut pas taper dans la ressource en eau autant que ce qu'on le faisait jusqu'à présent. Il faut cultiver différemment, en fait. Exactement, ouais. Et pour reprendre l'exemple que donnait Jérémy tout à l'heure des deux agriculteurs, c'est Rémi et Vincent. Alors je les connais bien parce que ce sont mes voisins. J'étais avec eux la nuit où il y a eu le gel pour les aider à faire brûler ces braseros là. Oui. Ils ne sont pas en AMAP, ils font partie d'une ferme. Vous dont fréquentez quand même des paysans qui ne sont pas dans les AMAP, oui. Ah ben oui. Il faut qu'ils soient voisins, quoi. On est voisins, hein, Oui. c'est facile. Ils ont créé le premier magasin de producteurs, Uniferme. Mais le problème qu'ils ont, c'est celui-ci, et moi ça fait quelques années que je leur en parle. Ils font de la monoculture en fait, ils font de l'arboriculture. Alors ils ont plein d'arbres fruitiers, mais ils ont que ça. Donc quand il y a le gel qui arrive, alors cette année c'est le gel, mais il y a 2 ans c'était la grêle, il y a 5 ans c'était la grêle, et la grêle fait beaucoup plus de dégâts sur les arbres que le gel. Le gel est moins récurrent, la grêle commence à devenir plus récurrente. Et ça c'est lié au changement climatique. Ils ont depuis une dizaine d'années, ils n'ont quasiment pas eu une saison de normale, quoi, pour des paysans. Et ils ont pris après, ils ont pris la suite de Gérard et Françoise, qui eux sont partis à la retraite. Donc c'est vraiment des jeunes qui s'installent, et c'est bien, il faut les aider. L'autre arboriculteur dans mon AMAP, qui est leur voisin, qui s'appelle Adrien, et qui travaille avec son père et sa mère, Bruno et Christiane, eux, ils font aussi un peu de maraîchage. Ils ont à la fois de l'arboriculture et du maraîchage. Mais peut-être que dans la tête de Rémi et Vincent, cette idée de se diversifier va venir, et elle serait, à mon avis, prudente. Bienvenue, oui. Bienvenue et prudente, oui. Voilà, bah écoutez, autour de cette table et de ce repas copieux, assaisonné de pandémie, de pratiques nouvelles, pratiques intéressantes bien sûr, mais qui d'une certaine manière en pourcentage ne recouvrent pas des pourcentages considérables. Mais enfin, on sent que la direction est là, on sent que les jeunes changent aussi de comportement. Par rapport à la viande, dont on a parlé très rapidement, par exemple, mais par rapport à beaucoup d'autres sujets. Et puis, je vous proposais, Alain et Alexanian, de nous donner une petite saveur en bouche. On en salive déjà. Ce qui est absolument terrible, c'est que vous me prenez entre les 2 saisons où on finit la pomme et la poire, et on n'a pas commencé les fruits rouges. Alors, avec les fruits rouges, on peut aller très loin, et c'est trop facile, je ne me mettrai pas dedans, bien que j'aime quand même ça avec des zestes et du poivre. Mais on va laisser les fruits rouges d'un côté. Et simplement, pour dire, c'est pas compliqué, quand on est jeune, on a une pomme, eh bien, on fait simplement rôtir cette pomme avec. Alors, moi, je mets du miel de luzerne parce que j'ai mon producteur sur le Cao Gagneur qui donne un miel absolument superbe, mais ça peut être le vôtre. Mettez simplement le miel à fondre dans une casserole, vous coupez vos quartiers, vous les mettez à l'intérieur, vous faites simplement rôtir. Un peu d'eau, non ? Un peu d'eau ? Même pas, parce que l'eau de végétation va être rendue. Et il faut surtout pas que ça soit cuit, mais croquant. C'est-à-dire que ça va être enrobé de miel caramélisé et par-dessus une noix de Grenoble et vous êtes aux portes du paradis. Oh là là là, c'est pas mal, hein, moi j'aime bien. Les portes du paradis. Et c'est simple. J'ai hâte de rentrer ce soir à la très maison. À bientôt, faites les pommes, vous allez voir, c'est super. Salut. Au revoir. Human, un
podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.